ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous introduire les petites consignes de déroulement, puis je vais présenter rapidement notre conférencière d'aujourd'hui, puis après, je vais pouvoir lui céder la parole avant de commencer. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de vous présenter ce matin, de vous être inscrit à l'activité pour la conférence L'expérience du rôle de mère d'accueil en contexte de placement à majorité, les médiations au cœur de la parentalité d'accueil. Donc, c'est une présentation qui fait partie de notre programmation de conférences automnales en ligne. Ça nous fait plaisir de refaire cette expérience-là cette année. Pour assurer le bon déroulement de la rencontre, on a des petites consignes à vous partager. Donc, vous avez remarqué que vos caméras et micros ont été fermés d'office. Pour faciliter le déroulement de la rencontre, on vous demanderait de les laisser fermés et votre micro également. Il va y avoir une période de questions à la fin, puis pour assurer une certaine fluidité dans le fonctionnement, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'écrire votre question dans la section clavardage du lien Zoom et je vais lire à voix haute les questions qui vont nous être envoyées pour que Martine puisse y répondre ensuite. Il va aussi y avoir l'entièreté de la conférence qui est enregistrée pour qu'elle soit déposée sur le site Internet puis sur notre page YouTube dans les semaines à venir. Donc, on vous demande de ne pas enregistrer la conférence de votre côté par respect là, pour les conférencières, mais l'enregistrement va être accessible gratuitement là, une fois déposé en ligne. Euh, Aussi, on va vous rendre accessible le PowerPoint avec l'enregistrement là, pour que vous puissiez consulter après. Donc, rapidement, pour celles et ceux qui connaissent pas l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse, c'est une équipe de recherche universitaire en recherche partenariale. Donc, la mission principale de l'équipe de recherche, c'est de produire des connaissances qui permettent de développer des politiques et des pratiques en collaboration avec des milieux partenaires, puis qui assurent le bien-être et le développement optimal des enfants placés ou adoptés. C'est une grande équipe qui est composée de 16 chercheurs de différentes universités et d'instituts universitaires. On compte aussi 7 co-chercheurs des milieux de pratique, puis 11 milieux partenaires, donc 6 des milieux sont institutionnels. On a 2 associations de familles d'accueil, on a un organisme communautaire, puis un comité de concertation en adoption. Si vous voulez suivre les différentes activités de l'équipe de recherche, vous pouvez scanner le code QR qui apparaît à votre écran. Vous allez trouver la page de nos différents liens, que ce soit pour nous rejoindre par courriel, notre site Internet, nos réseaux sociaux, notre page YouTube. Puis à la fin de la conférence, d'ailleurs, je vais également vous inviter à vous inscrire si vous désirez à notre infolette ou à nos prochaines conférences qui vont avoir lieu cet automne. Donc, je vous présente très rapidement Martine, notre conférencière d'aujourd'hui, juste avant de lui céder la parole pour sa conférence. Donc, Martine Guénette est professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle est membre de l'équipe de recherche en placement et en adoption en protection de la jeunesse et famille d'accueil régulière dans la région des Laurentides. Elle s'intéresse au placement à majorité, à l'expérience des parents d'accueil, à la formation de ces acteurs ainsi qu'aux enjeux de parentalité présents dans le contexte de la protection de la jeunesse. Donc, sans plus tarder, Martine, je te cède la parole.
Oui, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler là, de mon projet de thèse de doctorat et des différents résultats qui en ont découlé. Mon projet s'intéressait, là, comme Marie-Christine le disait, à l'expérience du rôle de parent d'accueil dans le contexte du placement à majorité. Donc, pour structurer, hein, ma présentation, j'avais besoin d'un plan. Vous allez voir que je suis pas très créative. Je vous propose là, de survoler là, l'ensemble là, des étapes qui composent un projet de recherche en s'attardant le plus longuement, évidemment, sur les principaux résultats. Et suite là, à la présentation, ça va me faire très plaisir là, de répondre à vos questions et de réfléchir là, avec vous là, de façon plus large sur l'expérience de rôle là, de parent d'accueil en contexte de placement à majorité. Donc, si on se lance dans la première étape, hein, notre première étape dans un projet de recherche, c'est de construire un objet de recherche à l'aide d'une problématique et d'un état des connaissances. Vous serez pas très, surpris là, d'apprendre que, ben, mon objet de recherche concernait le placement à majorité au Québec et de façon plus précise, là, l'expérience de rôle qu'en faisaient, les parents, d'accueil. Pourquoi le placement à majorité? Ben, en fait, c'est, un, projet de vie alternatif qui est officiellement pratiqué depuis, là, 2007 avec l'adhésion, là, de la Société québécoise à la philosophie, de la planification, en fait, de la permanence de placement. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2006, les législateurs ont inclus des mesures maximales de placement afin là, de venir encadrer le temps qui était disponible là, pour les parents d'origine afin de résoudre là, les facteurs de compromission qui avaient mené au placement de leur enfant, sans quoi la magistrature là, pouvait là, ordonner le placement de cet enfant-là jusqu'à la majorité dans une famille d'accueil de façon à assurer une certaine stabilité là, résidentielle et affective. Est-ce que la philosophie de la planification de la permanence de placement est seulement là, pratiquée au Québec? Bien sûr que non. D'autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Australie là, ont également là, adhéré à cette philosophie. Par contre, ils vont l'appeler différemment. Plutôt que de l'appeler le placement à majorité, ils vont parler du placement à long terme ou du long term care. Fait que si vous cherchez dans la littérature là, scientifique au niveau de la philosophie de planification de placement dans ces pays, ben, il faut plutôt aller là, vers le long term care pour trouver là, la littérature. Depuis là, l'adhésion de la Société québécoise là, à la planification de la permanence de placement, l'étude des l'IEA nous montre que ce type de placement est fréquemment prononcé et qui arrive de plus en plus tôt là, dans la trajectoire là, des enfants placés. Par contre, cette étude nous met également en lumière qu'il n'est pas malheureusement gage de stabilité pour les enfants placés, parce qu'une fois que le placement à majorité est prononcé, plusieurs enfants vont vivre là, des placements. Et moi, je me questionnais à savoir, mais pourquoi que finalement le placement à majorité n'arrivait pas à atteindre là, son objectif de stabilité? Puis je me suis dit, ben peut-être qu'il y a quelque chose dans l'expérience que les parents d'accueil font de ce type de placement qui pourrait nous donner des pistes de réponse. Et je me suis donc retournée vers la littérature scientifique, d'abord au Québec, pour voir ce qu'il en était. Et je n'ai rien trouvé de recherche là, qui s'était là, spécifiquement attardée là, à cette expérience au Québec. Heureusement, dans d'autres pays qui pratiquent là, la planification de la permanence de placement là, à l'aide du placement à long terme, il y avait eu des études qui recensaient là, bon, par exemple, les motivations des parents à accueillir un enfant placé à long terme. Et on se rendait compte que ces motivations-là n'étaient pas très différentes de l'accueil de façon générale. On parlait de faire famille, de redonner au suivant, d'aider un enfant dans le besoin. Et les recherches nous faisaient également mention là, des différentes tensions que les parents d'accueil là, vivaient à l'intérieur de ce type de placement. Et encore là, on entendait parler de la fameuse tension entre un rôle plus parental et un rôle plus professionnel, qui est également dénoncé là, par les parents d'accueil qui font de l'accueil là, à plus court terme. Ce qui est intéressant dans cette littérature-là, c'est qu'il mettait en exergue que cette tension-là était exacerbée là, en contexte de placement là, à long terme, parce que le maillage entre la composante parentale et professionnelle là, était davantage enchevêtré. En gros, ce qu'il disait, c'est que les parents d'accueil se sentaient davantage investis dans un rôle parental à cause de la durée, notamment du placement, ce qui venait là, leur créer des tensions avec toutes les injonctions un peu plus institutionnelles là, composant leur rôle.
Ce qui était également intéressant, c'est que, il y avait 2 études, l'étude de Scofield et al. De 2013 et l'étude de Hollett et al. De 2022 qui disait qu'en dépit de cette tension-là qui était très grande dans, le contexte du placement à long terme, les parents d'accueil là, arrivaient à trouver un sens à leur rôle et à continuer à s'investir dans le placement à long terme. Par contre, ces études-là ne nous disaient pas, mais c'était quoi les moyens qu'ils mettaient en œuvre là, pour réussir à trouver ce sens-là et à continuer là, à s'investir là, dans ce type de placement. Et c'est pour ça que moi, je me disais: «Mais c'est ce que je veux aller, découvrir» et j'ai donc composé la question de recherche suivante: «Quelle médiation dialectique les parents d'accueil d'un enfant placé en majorité mettent-ils en œuvre pour faire face aux tensions qu'ils vivent à l'intérieur de leur rôle?» À l'intérieur de cette grande question, je poursuivais 3 objectifs qui étaient quand même pour le moins ambitieux. Le premier était d'explorer les perceptions que les parents d'accueil avaient de leur rôle au sein, de ce type de placement. Donc, quelles étaient les motivations, les différences qu'ils percevaient, les attentes aussi là, auxquelles ils faisaient face. Ensuite de ça, j'avais un deuxième objectif qui était d'identifier là, les tensions qui étaient inscrites dans le rôle du parent d'accueil en contexte de placement en majorité. Je voulais aller voir est-ce que les parents d'accueil québécois vivent cette tension entre un rôle parental et professionnel et si c'est le cas, de quoi est finalement faite cette tension-là qui est peu documentée là, dans les écrits scientifiques là, disponibles à ce moment. Ensuite de ça, évidemment, je voulais mettre en lumière les processus de médiation, donc les moyens hein, qu'ils mettent en œuvre pour concilier là, ces tensions et poursuivre là, leur rôle là, dans le placement en majorité. Pour ce faire, j'avais besoin d'un cadre conceptuel et je me suis pas simplifié la vie. J'ai, plongé dans l'épistémologie du matérialisme dialectique là, en alliant 3 grands concepts, celui de rôle social, celui de tension et de médiation dialectique. Grosso modo, afin de rendre ces grands concepts-là digestes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai réfléchi, le rôle de parent d'accueil à l'intérieur de mon projet de recherche comme étant construit sur différents types d'attentes qui peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres, d'autant que ces attentes-là peuvent être, transférées aux parents d'accueil à travers des différents groupes avec lesquels ils sont en relation. On peut penser, par exemple, aux enfants placés, aux parents d'origine, aux intervenants de la protection de la jeunesse. Donc, les parents d'accueil sont donc confrontés à des attentes très contradictoires et pour être capables de poursuivre leur rôle et de donner un sens à ce dernier, ils ont d'autres choix que d'utiliser un outil qui est soit composé de leur conscience, de leurs actions ou de leurs paroles, afin de modifier leur rapport au rôle traditionnel de ce qui est un parent, ce qui est un professionnel, ce qui est une famille, et de trouver un sens là, nouveau à leur rôle de parent d'accueil dans le contexte là, du placement à majorité. Et une fois qu'ils ont trouvé ce nouveau sens-là, ils peuvent agir pour essayer de transférer cette nouvelle définition, ce nouveau sens aux autres membres de la société qui, s'ils y adhèrent, viennent diminuer, dans le fond, là, la contradiction entre les attentes là, qui sont édictées envers les parents d'accueil. Donc, pour aller chercher mon corpus de données, j'ai décidé de faire des entretiens semi-dirigés avec des parents d'accueil. En fait, mon idée était de faire 2 entretiens semi-dirigés avec chacun des parents d'accueil qui participeraient à mon projet de recherche. Un premier en lien avec leur expérience générale du placement à majorité et un autre là, plus concret sur la pratique même de l'accueil à majorité d'un enfant qu'ils accueillaient au moment des entretiens. Et pour aller recruter mes parents d'accueil, j'ai, décidé de, publier des annonces là, sur les pages Facebook là, pour parents d'accueil au Québec, principalement sur le site de la FARIC et sur des pages privées que les parents d'accueil ont construit pour se soutenir entre elles. Assez rapidement, j'ai été capable là, de me constituer un échantillon de 14 mères d'accueil qui faisaient l'expérience d'un placement à majorité depuis plus de 2 ans. Pour moi, la composante du 2 ans était importante parce que je voulais m'assurer que les parents d'accueil avaient une bonne expérience de leur rôle, avaient également là, eu à faire face à des tensions dans leur rôle et peut-être à trouver un sens là, à ces tensions pour poursuivre. Mes 14 mères d'accueil étaient issues de 8 régions du Québec différentes. Elles étaient âgées entre 30 et 60 ans et elles avaient une fourchette là, d'expérience assez intéressante qui oscillait entre 3 et 25 ans. Elles accueillaient, là, au moment des entretiens, entre 1 et 3 enfants placés à majorité au sein de leur domicile et elles ont été d'une
extrêmement généreuse, parce que chacun des entretiens que j'ai faits avec, ces 14 mères d'accueil, donc 28 entretiens, ont duré en moyenne 75 minutes et ils m'ont donné vraiment un bagage très, très riche. Vous allez voir un petit peu plus loin comment, j'ai pu construire, plusieurs résultats intéressants. Une fois que j'ai eu là tout mon bagage là, de d'informations, j'ai fait une analyse de contenu thématique de façon inductive. Donc, comme je vous le disais précédemment, ça a donné là, plusieurs résultats qui m'ont permis de répondre là, à mes 3 objectifs là, de recherche. Donc, mon premier objectif, si vous vous souvenez bien, c'est de bien connaître les perceptions que les parents d'accueil avaient là, du placement à majorité. Lorsque je les ai, questionnés à ce propos, ben, sans surprise, j'avais quelques parents d'accueil qui me disaient qu'ils s'étaient inscrits, dans l'accueil familial de façon générale avec l'idée de devenir parents ou de faire famille. Donc à ce moment-là, quand, le placement à majorité leur avait été proposé pour un enfant, ben, ça allait de soi, qu'ils avaient l'intérêt, de l'accueillir, parce que, ben, finalement, ça venait un peu se coller davantage là à, les motivations qui les avaient poussés à devenir parents d'accueil. C'est un peu ce que nous dit là ma participante 3 en disant: «Je me disais, c'est un placement à majorité qu'on considère comme notre enfant. Tu sais, il y aura moins d'intervention autour du cadre par rapport à la DPJ et par rapport aux parents bio», ce qui faisait qu'elle avait l'impression davantage là de devenir, un parent, tel que traditionnellement. Plusieurs autres parents d'accueil me disaient que quand elles avaient fait le saut pour devenir parents d'accueil, elles avaient davantage une idée de l'accueil familial comme étant une période à court terme où elles s'investissaient auprès d'un enfant dans le but qu'il retourne auprès de sa famille. Par exemple, par contre, quand le placement à majorité leur avait été proposé, elles y avaient vu des avantages. euh, un premier avantage était de pouvoir continuer à travailler avec des enfants, mais stabiliser le milieu familial. Ce que les mères d'accueil me disaient, c'est quand ça fait un petit bout que tu accueilles des enfants qui arrivent et qui repartent, ben ça a une incidence sur la stabilité des autres membres du milieu, de la famille et donc d'avoir un enfant qui reste à plus long terme, ben c'est avantageux pour les membres de la famille parce que ça leur permet finalement d'avoir une meilleure stabilité. D'autres parents d'accueil me disaient, ben, au fil des mois, il y a une relation qui s'est créée avec cet enfant-là et il y a une intimité qui s'est créée avec lui, de façon à ce que quand le placement majoritaire a été proposé, ben pour eux, ça allait de soi qu'ils avaient envie de poursuivre leur investissement avec cet enfant-là. C'est un peu ce que ma participante 11 explique. C'est une mère d'accueil qui avait comme projet d'accueillir des bébés à très court terme, puis après ça, avoir la possibilité d'aller en voyage avec ses enfants, revenir à accueillir d'autres bébés. Et quand un petit bébé est resté un petit peu plus longtemps chez elle, ce qu'elle nous explique, c'est nous, on était un peu pris dans l'engrenage. Quelques mois après son arrivée, ils nous ont dit, ben écoutez, on s'en va vers un placement majorité. Voulez-vous le garder ou on le transfère dans une autre famille qui serait prête à le garder? Lui, ça allait super bien. Il n'était pas question de l'envoyer nulle part. Fait que c'est cette relation-là qui se crée au fur et à mesure qui peut amener les parents d'accueil à être motivés là, à poursuivre avec un enfant. J'ai aussi exploré avec eux les différences qu'ils percevaient là, dans leur expérience d'accueil, d'un enfant placé en majorité versus, un enfant placé à plus court terme. Grosso modo, les parents d'accueil voyaient 2 grandes différences dans, le placement à majorité et la première est en lien avec les contacts différents, qu'ils, pouvaient avoir avec les intervenants et les parents d'origine. Évidemment, hein, il y avait quand même une panoplie de différences. Certaines mères d'accueil avaient des contacts avec, les parents d'origine qui étaient, plus faciles pour d'autres, c'était plus difficile. Même chose avec les intervenants, mais d'emblée, plusieurs s'entendaient pour dire qu'une fois que le placement à majorité est statué, les intervenants vont leur donner plus de latitude, et vont les considérer un petit peu plus comme dans un rôle parental. C'est un peu ce que, la mère d'accueil 7 explique ici en disant avec, les intervenants, j'ai un petit peu plus de latitude. Dans le fond, ils vont prioriser un peu la famille d'accueil. Si, mettons, j'ai des activités ou peu importe, des voyages, des affaires de même. Ils vont comme prioriser un peu plus que l'enfant se dépose dans ma famille. Au niveau des parents d'origine, les, mères d'accueil qui, accueillaient un enfant,
à majorité depuis un certain nombre de temps, se rendaient compte que la relation changeait avec le parent d'origine et qu'il était peut-être plus facile d'élaborer au fur et à mesure du temps une certaine relation de collaboration. C'est ce que la mère d'accueil 11 nous dit en disant, ben, le parent au début, comme tout le temps l'espoir de revoir son enfant, il pense qu'on a un obstacle à ça. Puis, avec le placement à majorité, ça prend parfois du temps, mais souvent, il comprend qu'on ne volera pas sa place et qu'on peut travailler ensemble pour le bien de l'enfant. La deuxième grande différence était dans le rapport à l'enfant qui était différent pour l'ensemble des membres de la famille. Grosso modo, ce que les parents d'accueil disaient, c'est qu'une fois que le placement à majorité est, est mentionné à l'enfant, ben, on va sentir que l'enfant va se déposer davantage dans le milieu familial et va avoir davantage envie de s'investir là, dans le milieu pour la plupart des enfants. Eux-mêmes disaient qu'une fois qu'il y avait la possibilité, que le placement se transforme en placement à majorité, il y avait un rapport différent à l'enfant qui se créait, qui était un peu plus intime, où elle se sentait davantage responsable de ce dernier et de son avenir. Mais la plus grande différence qu'elle mettait en lumière, c'était, le rapport d'intimité qui se créait entre l'enfant accueilli et les autres membres de la famille, que ce soit les enfants d'origine des parents d'accueil ou même la famille élargie, les grands-parents, par exemple, où, elle ressentait que ces acteurs-là, reconnaissaient davantage l'enfant accueilli à majorité comme un membre à part entière, de la famille. C'est en fait ce que la mère d'accueil 6 explique en disant: mes enfants appellent, nom de l'enfant placé à majorité, leur sœur. Là, tu sais, ils disent que c'est leur sœur. Les autres enfants en placement régulier, ce sont des demi. C'est eux autres qui font leurs mots. C'est pas moi qui fais les mots, mais il y a vraiment une ligne qui est tracée. Pour conclure au regard du premier objectif de mon projet, j'ai aussi exploré avec les parents d'accueil les attentes qu'elles percevaient là, à travers la société au sens large. Rapidement, là, les mères d'accueil m'ont dit ressentir que la société s'attendait qu'il y ait des compétences parentales au-dessus de la norme. J'avais une famille d'accueil qui me disait sur la coche, où elles n'ont pas droit à l'erreur et on s'attend qu'elles aient vraiment développé des compétences parentales là, plus grandes que ce qu'on s'attend d'un parent dans un rôle plus traditionnel. La mère d'accueil 2 dit à ce propos, on n'a pas droit à l'erreur, nous autres là. Je pense qu'il y a des grandes attentes envers nous. On sait qu'on est une famille d'accueil. Je ne peux pas pogner les nerfs, là, en public, là, tu sais, comme ça arrive pour n'importe quel parent, une fois à un moment donné dans sa vie parce qu'il est à bout. Euh, d'un autre côté, elle expliquait être aussi confrontée à des attentes de respect de normes professionnelles qui ne changeaient pas. Une fois que le placement à majorité était statué, ce qui faisait que ces attentes professionnelles-là amenaient parfois là, des écueils à la possibilité pour elle là, d'agir comme un parent pour l'enfant là, qu'elles accueillent à majorité. À ce sujet-là, là, il y avait, la mère d'accueil 2 5 en fait, qui disait: «Avec la DPJ, on a des règles. Par exemple, quand ils sont tout petits, ils viennent te rejoindre dans ton lit, mais tu as pas le droit de faire ça. Tu sais, pour eux, c'est dur à comprendre que ma cocotte vient me rejoindre dans mon lit, mais que lui, il est pas censé». Fait qu'on voit à travers, le discours concernant ces attentes-là, quand même la tension entre, ce qui est dénoncé dans la littérature scientifique, entre un rôle plus, parental et plus professionnel et l'enchevêtrement là de ces 2 dimensions-là, à l'intérieur de l'expérience des parents d'accueil. Donc, ça me menait à explorer les différentes tensions de rôle qui étaient présentes là, à l'intérieur de l'expérience là, que les mères d'accueil faisaient du placement à majorité. J'ai répertorié à l'intérieur de leurs propos là, 5 tensions de rôle, et évidemment, ces tensions-là pouvaient être vécues là, de différentes manières, puis, de différentes intensités selon les motivations là, qui amenaient les mères d'accueil à se plonger dans l'accueil familial et leur conception là, de ce qu'est être une mère, un professionnel et une mère d'accueil. La première tension était en lien avec la temporalité de l'enfant dans l'histoire de vie de la famille d'accueil. Ce que les mères d'accueil me disaient, c'est, ben, une fois que le placement à majorité est statué, on devrait jouer un rôle permanent dans la vie de l'enfant, mais finalement, on se sent toujours un peu, on a toujours en fait un peu une crainte que ce rôle-là soit finalement temporaire. À ce sujet, les mères d'accueil disaient que dès que les intervenants de la protection de la jeunesse leur annoncent la possibilité qu'il y ait un placement à majorité, leur rapport
à l'enfant change. Et à ce moment-là, ils se mettent à se projeter dans l'avenir avec ce dernier et à ce moment aussi à craindre de perdre cette relation-là. Heureusement, comme, nous l'explique la mère d'accueil 2, le placement à majorité, quand il est statué, ça vient un peu diminuer cette peur-là, mais ça reste encore toujours présent. Cette peur de perdre le lien à l'enfant et leur rôle avec cet enfant. Et il y a 3 composantes qui fait que cette, peur-là est présente et se perpétue là, même après le prononcé du placement à majorité. Et la première est que les mères d'accueil sont conscientes que, bien que le placement à majorité ait été statué, le parent d'origine conserve la possibilité là, de reprendre la garde de son enfant s'il va là, au tribunal et il fait la preuve que ça serait dans le meilleur intérêt de l'enfant de retourner là, vivre avec lui. Ensuite de ça, il y a aussi la possibilité que l'enfant lui-même, une fois qu'il grandit, veulent, couper le lien avec, la famille d'accueil et souvent là, cette possibilité-là, elle est là, incluse avec l'idée que, l'enfant là, d'origine pourrait vouloir retourner là, vivre avec ses parents d'origine. Ensuite de ça, elles ont également peur de perdre cette, relation-là en lien avec leurs propres difficultés qui peuvent être au regard de leur âge, de leur propre âge à elles. Ce qu'elle disait et j'avais certaines mères d'accueil qui disaient: «Mais moi, j'avance en âge, puis je ne sais pas si je vais être capable de poursuivre la mesure jusqu'à temps que l'enfant ait plus besoin de moi parce que, ben, finalement, tu sais, j'ai plus l'âge d'être une grand-mère que, d'être une mère», par exemple. Il y avait aussi des enjeux de santé pour certaines mères d'accueil qui leur faisaient craindre de ne pas pouvoir là, s'investir autant qu'elles le souhaitaient auprès de l'enfant et aussi longtemps. Et évidemment, les difficultés comportementales de certains enfants leur faisaient craindre de ne pas être en mesure là, de soutenir la relation là, jusqu'à la fin de la mesure et même après. La deuxième tension était en lien davantage avec le fait que les mères d'accueil ne sont jamais reconnues légalement comme le parent de cet enfant, et ce, malgré qu'elles deviennent là, la principale donneur de soins. Les participantes ont mentionné que de ne pas avoir la responsabilité légale de l'enfant en contexte de placement à majorité est un énorme irritant qui crée quand même une importante tension dans leur expérience. Elles ont expliqué que dans ce paradoxe, elles ressentent qu'on leur demande de traiter l'enfant comme le leur, mais qu'au final, elles n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions importantes pour ce dernier, puis que c'est d'autres acteurs qui le font. Cette réalité-là vient complexifier leur quotidien en lien avec des décisions qu'elles doivent prendre parfois avec l'école, les soins de santé et les voyages. Mais elle disait aussi que cette réalité-là vient confronter l'enfant à son étiquette d'enfant placé parce qu'il doit, par exemple, attendre l'autorisation de son parent d'origine pour pouvoir suivre un cours de conduite alors que c'est le parent d'accueil qui paye le cours de conduite. Ou il doit s'identifier avec le nom de son parent d'origine quand il va chez le dentiste, par exemple, ce qui, le ramène toujours à, l'idée que, ben, finalement, il ne, grandit pas dans sa vraie famille. Ma famille d'accueil, 4 explique très bien, ce sentiment et cette tension en disant: «On n'a pas de lien légal avec l'enfant autre qu'une ordonnance du juge qui place l'enfant à majorité. Une famille d'accueil à majorité a des droits et des obligations par rapport à la mesure de placement, mais pas réellement par rapport à l'enfant. Donc nous, en nous enlevant cette partie, on nous enlève une part de ce qu'est d'être parent». La troisième tension qui, émergeait dans le discours là, des mères d'accueil que j'ai rencontrées était en lien avec, leur relation là, aux parents d'origine où elles ressentaient quand même une injonction de collaboration avec ce parent-là, avec lequel elles devaient là, pratiquer une certaine, parentalité là, sur le long terme, mais également des injonctions de surveillance. Grosso modo, ce qu'elle disait, c'est ben, on le sait que si on s'entend bien avec le parent d'origine, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, mais que c'est difficile de créer cette relation-là, parce que, ben, souvent, il y a, un rapport de dualité qui se crée entre le parent d'origine et le parent d'accueil pour être reconnu comme le parent légitime de l'enfant. Parce que le parent, d'origine
a quand même vécu une blessure là, à l'ego, et a, vécu une importante perte là, en lien avec le placement de son enfant et peut être tenté de les surveiller pour montrer que le parent, d'accueil n'est pas nécessairement mieux que lui et aussi le parent, d'accueil, peut, également être tenté de surveiller le parent d'origine parce que, ils sont conscients qu'à un certain moment, ce parent-là a quand même eu une incidence là, sur la sécurité là, de l'enfant. Ce qui amène, un rapport là, un peu, en tension là, dans un rôle où ils doivent collaborer, mais également surveiller là, le parent là, d'origine. À ce propos là, la participante 5 dit: «On a les parents autour de nous, tu sais, moi je vois ça comme une caméra, une deuxième paire de yeux qui observe et qui juge tout ce que je fais». La troisième tension qui était inscrite dans leur discours était en lien avec l'autonomie versus la subordination dans le rapport à la protection de la jeunesse. Grosso modo, ce que les parents d'accueil disaient, ce que les mères d'accueil disaient quand je les ai rencontrés, c'est évidemment, la protection de la jeunesse va nous laisser beaucoup plus de latitude lorsque le placement à majorité est statué, d'autant que comme c'est un placement qui perdure dans le temps, on est souvent confronté à ne pas avoir d'intervenant, à un manque de ressources de la part de la protection de la jeunesse, ce qui fait que on va nous demander davantage là, d'être plus autonome là, pour répondre aux besoins de l'enfant. D'un autre côté, on est obligé de rendre des comptes à l'institution, de leur demander des permissions, des fois avant de donner ces permissions-là aux enfants, alors que dans le quotidien, euh, on a des fois tendance à oublier qu'on n'est pas nécessairement là, la personne qui peut décider sur certains éléments et l'enfant également, ce qui rend des fois là, le rôle un peu complexe. C'est ce que la mère d'accueil 14 là, explique en disant ce que les filles demandent à être toutes seules à la maison, on pourrait bien rester 15 minutes, puis bon, mais tu sais, on doit demander à la travailleuse sociale avant de pouvoir leur donner cette permission. C'est pas toujours facile à comprendre pour elles. Et enfin, la cinquième tension qui était présente dans leur rôle était une tension en lien entre leur rôle de gardienne du bien-être de l'ensemble de la famille versus un rôle d'agente d'inclusion de l'enfant accueilli. Grosso modo, ce que les mères d'accueil disaient, c'est qu'elles se sentaient constamment tiraillées entre leur tâche d'inclure l'enfant dans leur famille pour qu'il devienne un membre à part entière, mais également de s'assurer du bien-être là, des autres membres de la famille, surtout quand l'enfant avait des difficultés comportementales ou un grand besoin d'attention. Ça les amenait des fois à se sentir un peu tiraillés entre à répondre aux besoins des autres enfants présents dans le domicile et répondre aux besoins de l'enfant placé à majorité. Et certaines là, nommaient même qu'à certains moments, elles avaient mis en danger la sécurité de leurs enfants d'origine afin là, d'inclure l'enfant là, placé à majorité ou en tout cas de pourvoir là, à ses besoins. C'est un peu ce que nous explique là, la famille d'accueil 10 en disant: «Je suis partie en vacances une fois sans, l'enfant placé à majorité parce que les autres m'avaient demandé là, de ne pas l'emmener parce qu'elle allait gâcher le voyage avec ses crises». C'est un enfant qui faisait vraiment beaucoup de crises. C'est une exclusion que tu fais vivre parce qu'elle fait partie de la famille, fait que je voulais pas trop. Oui, je voulais accommoder les autres membres de la famille, mais je voulais pas l'exclure. Fait qu'on voit là que des fois, là, les mères d'accueil vont se sentir tiraillées là, entre les besoins de leur famille d'origine, en fait, puis les besoins de cet enfant-là. Heureusement, à l'intérieur du discours des mères d'accueil, j'ai été capable de recenser 5 processus là, de médiation qui leur permettent là, de surmonter ou de donner un sens à leur rôle et aux tensions qu'elles vivent. Tout comme, tout comme c'était pareil là, pour les différentes tensions présentes, évidemment, ces processus de médiation-là vont être utilisés différemment selon les mères d'accueil, leur expérience, selon leur motivation et leur conception là, de leur rôle. Le premier processus de médiation était en lien avec créer un sens à la place parentale qu'elles occupent. Évidemment, comme c'est un placement à long terme, la majorité des mères d'accueil que j'ai rencontrées disaient avoir une certaine place parentale là, dans la vie de l'enfant. Pour créer un sens à cette place-là, elles devaient là, au départ élargir leur conception de ce qu'est un parent et une famille. Mais c'était pas suffisant. Donc, elles s'attardaient à aller rechercher
des petits indices qui leur permettaient de concevoir que les autres acteurs du placement reconnaissaient aussi cette place parentale-là et la légitimaient. Et évidemment, l'acteur le plus important pour légitimer cette place parentale-là est l'enfant là, qu'elles accueillent. C'est un peu ce que nous dit là, la mère d'accueil 1 qui dit l'éducateur qui fait des visites pour notre nom de l'enfant placé a dit clairement vous êtes sa famille. Pour lui, quand il croise des enfants, même en présence de son père d'origine, son ami va dire ah, c'est ton papa. Oh non, c'est pas mon vrai papa s'appelle nom du père d'accueil. Fait que on est sa vraie famille. Fait que ça venait un peu créer un sens à la place parentale qu'elle occupe auprès de cet enfant-là. Ensuite de ça, pas très loin, les mères d'accueil nous disaient qu'elles devaient d'abord agir comme un parent. Heu, Ce processus de médiation-là leur permettait, un, de créer un sens à la place parentale qu'elles occupaient, mais également de démontrer aux autres acteurs qui gravitent autour de l'enfant qu'elles agissent et qu'elles sont réellement, un parent pour comment est-ce qu'elle s'y prenait? Ben, grosso modo, elle nommait là, de façon là, assez explicite que l'enfant, faisait partie de la famille et elles peuvent également là, utiliser un langage là, inclusif en parlant, par exemple, «mon enfant», pour le démontrer. Elles vont se dire également plus à l'aise de déroger à certaines normes là, de la protection de la jeunesse quand elles pensent que c'est pour le bien-être de l'enfant, compte tenu que cet enfant-là est inscrit là, dans leur famille à plus long terme et qu'elles se considèrent là, davantage comme une figure parentale pour lui. Fait que ce processus-là permet de se convaincre elles-mêmes qu'elles sont d'abord un parent pour cet enfant, mais également de convaincre là, les autres membres de la société parce qu'elles agissent là, de la même façon là, avec ce dernier qu'avec les autres enfants d'origine. On voit un peu hein, l'inter-influence là, entre les deux premiers processus de médiation. Et pour, venir imaginer ça, j'ai, la famille d'accueil 11 qui dit: «C'était pas facile, les autres enfants n'étaient vraiment, mais vraiment pas contents. Ils disaient: "On était bien quand on avait juste le petit". On a donc fait le deuxième salon en haut pour dire: "Regardez, si vous êtes pas contents, à l'âge que vous avez, vous pouvez aller en haut. Parce que nous autres, on a décidé qu'il va rester"». Fait que c'est cette idée-là de vraiment venir créer un sens aussi pour les autres membres de la famille en disant: «Non, il fait partie de la famille et il va rester». Il y avait également là, un processus de médiation qui, apparaissait là, dans toute la possibilité de créer un sens là, à l'incertitude de la relation de l'enfant. Parce qu'on l'a vu tantôt dans les tensions, c'est quelque chose que, les parents d'accueil vont, les mères d'accueil que j'ai rencontrées en tout cas, avaient de la difficulté là, à se défaire et il y avait quand même 2 grandes stratégies pour créer un sens à cette incertitude-là que, cette relation-là à l'enfant pouvait peut-être à un certain moment là, disparaître. La première stratégie était, d'anticiper le départ de l'enfant et d'essayer de trouver les petits indices qui pouvaient là, leur permettre là, de déjà se projeter dans un possible départ de l'enfant. À ce sujet-là, les mères d'accueil, par exemple, assez tôt, questionnaient l'enfant sur son désir d'avoir des contacts avec son parent d'origine, de retourner vivre avec, et si elles entrevoyaient, en fait, là, une possibilité de départ, ben à ce moment-là, elles se centraient sur le mieux-être de l'enfant, et également sur la possibilité peut-être de continuer à jouer un rôle auprès de ce dernier, bien que ce rôle-là n'ait pas, par exemple, de composante plus, de nature plus parentale. L'autre stratégie était plutôt, de rester collé au moment présent et de ne pas là, imaginer l'avenir et se projeter dans l'avenir tout en, réfléchissant cette relation-là, en fait, en la vivant intensément au moment présent, mais en sachant que, elle pouvait là, disparaître du jour au lendemain. C'est un peu ce que montre là, le conjoint de la mère d'accueil 6 en disant: «Je l'aurais amené jusqu'au bout dans mes bras. Maintenant, c'est plus genre, je te tiens la main. Puis si tu la lâches, ça va être correct. Je vais jouer mon rôle aussi bien. Je vais me bâtir une carapace pour prendre soin de moi. C'est juste une question de se protéger puis de s'investir sans se perdre». Fait que l'idée, c'était de s'investir aussi intensément, mais de ne pas se projeter dans l'avenir pour se garder là, une certaine réserve. Ensuite de ça, certaines, mères d'accueil m'ont dit que bien qu'elles,
concevait qu'il y avait une importante composante là, parentale à l'intérieur de, leur rôle. Elles ne pouvaient pas, nier la composante professionnelle et elles devaient agir à certains moments comme une professionnelle pour, assurer là, que les droits de l'enfance étaient respectés, que leurs propres droits également étaient respectés et qu'elles avaient là l'ensemble des connaissances et des compétences pour le mieux répondre aux besoins de l'enfant là, possible. Grosso modo, qu'est-ce qu'elles font pour agir comme un professionnel? C'est elles vont s'entourer de spécialistes, elles vont s'auto-former, sur, la tout ce qui entoure le développement, là, des enfants qui ont vécu de la maltraitance. Elles vont, s'informer sur les différents cadres de référence, les normes de la protection de la jeunesse entourant l'accueil à majorité, et elles vont, développer là, des compétences là, de métiers relationnels, là, il nous parlait de réflexivité, d'introspection, tout ça dans le but, d'être en mesure de, mieux répondre aux besoins de l'enfant, mais également là, de défendre ses droits et de défendre là, les droits de l'enfant. Enfin, on avait des mères d'accueil qui disaient aussi qu'elles devaient là, agir une parentalité inclusive. Et cette conception de la parenté inclusive leur permettait non seulement de donner un sens à leur propre rôle, mais également de donner un sens au rôle du parent d'origine qui continuait à occuper là, un espace parental dans la vie de l'enfant et également au rôle des intervenants de la protection de la jeunesse qui, selon ces mères-là, occupaient également une certaine place parentale dans la vie de l'enfant. Et pour ce faire, elle devait là, développer une certaine empathie envers les parents d'origine, mais également là, envers les intervenants. Et cette forme de parentalité inclusive qu'elle agissait leur permettait là, de tenter de transformer là, finalement la conception sociale de ce qu'est un parent et de ce qu'est une famille. On peut voir à travers là, le discours de la mère d'accueil 8 comment qu'elle faisait finalement pour développer cette empathie-là et inclure la mère là, d'origine là, à l'intérieur là, de la parentalité. Elle nous dit, tu sais, elle m'envoie des messages. Je veux lui donner ça, puis je veux acheter ça. Tout de suite, je me dis, ben coudonc, il y a tout ce qu'il y a de besoin. T'as pas besoin, là. Puis après, je me dis, ben, c'est parce qu'elle se sent loin. Elle veut faire sa part. Mais au départ, je le ressentais comme si je m'en occupais pas comme du monde. Fait qu'on voit là où sa perception finalement des actions là, de cette mère d'origine-là vient changer et permettre de finalement là, ouvrir un certain espace là, pour qu'elle puisse, elle également, jouer un rôle là, parental dans la vie de l'enfant placé à majorité. Donc, le cumul de ces résultats a permis de créer une modélisation là, de 3 actes sur lequel il est possible de construire là, une typologie de 6 mères d'accueil. Le premier axe, l'axe horizontal, réfère là, à la conception du rôle de parent d'accueil auquel la mère d'accueil adhère. Donc, est-ce que c'est un rôle qu'elle conçoit de façon plus parentale ou plus professionnelle? Le deuxième axe, qui est l'axe vertical, oui, c'est ça, vertical, est en lien avec le type de médiation qu'elle va utiliser dans sa pratique en contexte d'accueil à majorité. Donc, est-ce que la mère d'accueil, par exemple, va inclure les intervenants et les parents d'origine à l'intérieur de la parentalité de l'enfant ou elle va plutôt tenter de les exclure là, dans les actions qu'elle va poser, dans le discours qu'elle va nommer? Et le troisième axe, la petite ligne oblique là, en pointillé, c'est permet là, de mettre en valeur la visée de la mise en place des processus de médiation. Est-ce que les mères d'accueil vont agir ou vont construire un discours dans l'idée de satisfaire les attentes sociales présentes ou dans l'idée de transformer ces attentes sociales et ces conceptions sociales-là de ce qu'est un parent, de ce qu'est une famille, de ce qu'est un parent d'accueil en contexte de placement à majorité? Évidemment, cette modélisation-là, avec ces 6 types de parents d'accueil-là, c'est important de la réfléchir comme étant dynamique. Donc, les différents types, de mères d'accueil vont pouvoir bouger sur les axes, et ils seront évolutifs. Ils seront évolutifs à travers, l'expérience que la mère d'accueil va faire là, du placement à majorité à travers le temps. Ça veut dire qu'elle peut bouger dans un même placement à majorité, d'un
d'un rôle à un autre selon là, les périodes de temps ou également à l'intérieur de plusieurs types de placements à majorité qu'ils vont avoir vécu. Donc, avec un enfant, ils peuvent se situer dans un certain type et avec un autre enfant dans un autre type selon la relation qu'ils vont développer avec les parents d'origine, avec les intervenants, selon des fois l'âge de l'enfant également au moment du placement à majorité. Le premier type est les mères d'accueil substitutives. Les mères d'accueil substitutives, il y en avait 4 dans mon échantillon de 14. C'est des mères d'accueil qui adhéraient à l'idée qu'elles doivent jouer un rôle là, de parents traditionnels là, dans leur rapport à l'enfant placé à majorité. Elles vont donc tenter d'exclure les autres acteurs du placement et elles vont tenter de transformer les attentes et les conceptions sociales en démontrant que finalement, c'est la filiation élective qui devrait prioriser là, dans la conception parentale qu'on a là, d'un acteur. Le deuxième type était les mères d'accueil résignées. Encore une fois, j'avais 4 mères d'accueil là, dans l'échantillon qui pouvaient être placées dans ce type-là. Grosso modo, c'était des mères d'accueil qui, au départ, avaient pensé jouer un rôle de mère substitutive, mais qui s'étaient confrontées à plusieurs tensions. Et ces tensions-là les avaient amenées à réfléchir leur rôle comme étant autant de nature parentale que de nature professionnelle. C'est pourquoi elles tentaient tant bien que mal d'inclure les autres acteurs parentaux dans le placement. Par contre, elles avaient de la difficulté à vraiment adhérer à cette idée-là. Donc, c'est pour ça qu'elles sont un peu en bas là, de la ligne horizontale, donc un petit peu plus dans des médiations exclusives. C'est des mères d'accueil qui ont, par exemple, de la difficulté à demander de l'aide aux intervenants de la protection de la jeunesse et également là, à inclure des parents d'origine, bien qu'elles savent qu'elles doivent le faire et qu'elles font des efforts pour le faire. C'est des mères d'accueil qui vont plutôt se coller à l'idée de satisfaire les attentes sociales là, telles qu'elles les conçoivent là, dans leur rôle et non de les transformer. Et c'était les 4 mères d'accueil là, qui avaient une expérience de l'accueil à majorité qui était le plus jalonnée de déception et même à certains moments de souffrance, là. Donc c'était, pénible pour eux, ce rôle-là. Puis elles continuaient parce que, elles étaient là, vraiment, elles étaient attachées à l'enfant, mais, elles disaient qu'elles ne retenteraient pas là, l'expérience. La troisième type de mère d'accueil était les mères d'accueil en coparentalité. J'avais une mère d'accueil de l'échantillon qui correspondait à ce type. C'est des mères d'accueil qui conçoivent leur rôle davantage comme un rôle de nature parentale, mais qu'elles sont très à l'aise pour le partager avec les parents d'origine. Elles pensent que les parents d'origine ont une importance très grande là, dans la parentalité de l'enfant placé à majorité, mais tout ce qui relève du centre jeunesse puis de la posture un peu plus professionnelle les irrite grandement. Donc, si elle pouvait effacer cette partie-là de leur rôle, elle le ferait. Et elle tentait de cette façon-là de transformer les attentes et conceptions sociales en démontrant que finalement, un parent d'accueil et un parent d'origine pouvaient faire une bonne équipe sans nécessairement avoir besoin des centres jeunesse pour bien prendre soin de l'enfant et que tant la parentalité élective que filiale là, pouvait là, finalement s'amalgamer. Ensuite, le quatrième type là, de mères d'accueil était les mères d'accueil inclusives. J'avais 2 participantes de l'échantillon qui correspondaient là, à, à ce type. Et c'était des mères d'accueil qui se voyaient davantage comme des parents qui élevaient un enfant qui avait des besoins multiples et particuliers. Et donc, ils avaient besoin là, d'un ensemble d'acteurs autour là, pour finalement là, aider cet enfant-là. C'est un peu des mères d'accueil qui avaient la conception que ça prend tout un village là, pour élever un enfant. Elles avaient beaucoup d'empathie là, pour l'ensemble des acteurs du placement, tant les parents d'origine que les intervenants. Et elle tentait de transformer les conceptions sociales en démontrant que ben, il y avait une équipe là, autour d'un enfant qui pouvait jouer un rôle parental. C'était les parents d'accueil qui semblaient vivre le moins de tension dans leur rôle parce que la principale tension qui était nommée à l'intérieur de leur discours était là, de trouver là,
un équilibre là, entre les besoins de l'enfant et les besoins de leur famille ou leurs propres besoins. L'avant-dernier type était les mères d'accueil professionnelles. J'avais 2 participantes là, à l'intérieur de ce type. C'était des mères d'accueil qui disaient se sentir davantage comme des professionnels que comme des mères, comme des guides pour les enfants qu'elles accueillaient. Elles expliquaient là, cette façon de concevoir leur rôle en lien avec les grandes difficultés, que les enfants là, démontraient, ce qui faisait qu'elle, ressentait qu'elle avait besoin vraiment d'un bagage plus spécialisé pour répondre à ces besoins-là. De plus, là, elle faisait grandement attention à ne pas, là, empiéter sur le rôle, là, parental des parents d'origine. C'était des mères d'accueil qui, tentaient du mieux qu'elles pouvaient, là, de bien collaborer avec tant les intervenants de la protection de la jeunesse, les parents, d'origine quand il était question de n'importe quelle décision, là, pour l'enfant placé. Elles avaient l'impression, là, ces mères d'accueil, qu'elles, répondaient bien aux attentes, là, qui étaient édictées, là, en ce moment, là, au regard de leur rôle. Donc, elles ne tentaient pas de transformer les attentes, mais plutôt d'y répondre. Le dernier type était la mère caméléon. J'avais une participante. Vous ne la retrouverez pas là, à l'intérieur de la modélisation, simplement parce que c'était impossible de la placer parce que c'était une mère qui, se promenait dans son discours entre, parfois le rôle parental, le rôle professionnel. Parfois, elle nommait des médiations exclusives, parfois des médiations inclusives. Donc, elle semblait là s'adapter aux attentes au fur et à mesure que, ces dernières étaient édictées, envers elle. On peut penser aussi que c'est une mère d'accueil qui était en train peut-être de, modifier son rapport là à son rôle. Fait que grosso modo, c'est la typologie là, que j'ai, développée à l'aide des différents résultats, de mon projet de recherche. Rapidement là, en lien avec la discussion, peut-être juste mettre en valeur que les mères d'accueil que j'ai rencontrées ont été non équivoques et expliquaient qu'en contexte de placement à majorité, il s'agit d'un rôle de parent d'accueil qui est singulier, qui ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas un rôle qui s'apparente à un rôle de parent traditionnel, comme ce n'est pas un rôle qui s'apparente à un rôle de parent d'accueil tel que traditionnellement réfléchi, en lien avec l'importance là, de la composante, parentale inscrite à travers le temps. Ensuite de ça, un autre élément qui a été mis en lumière à l'intérieur de ces, résultats, c'est que souvent on va réfléchir là, la tension que les parents d'accueil vont vivre entre 2 composantes, la composante parentale et la composante professionnelle. Et à l'intérieur du discours des parents d'accueil, je me rendais compte qu'on pouvait scinder la composante professionnelle en 2. Donc une composante professionnelle qui finalement venait aider les parents d'accueil à bien faire leur travail, donc, quand les parents d'accueil nommaient, agir comme un professionnel, elle parlait d'aller chercher de l'information. Elle parlait d'aller, développer des compétences. Donc, c'est toute la composante plus de savoir, savoir-être, savoir-faire qui les aide finalement à mieux répondre là, aux besoins de l'enfant, alors que la composante institutionnelle était beaucoup plus en lien avec les cadres là, législatifs, les cadres normatifs, de la protection de la jeunesse, notamment, qui venaient à ce moment-là parfois augmenter les tensions qu'elle vivait. Donc, compte tenu qu'elle donnait, un sens différent à ces 2 composantes inscrites dans ce qu'on conçoit la composante professionnelle, je trouvais intéressant de les diviser afin de montrer là, finalement l'impact, positif et les différents écueils là de ces composantes. En conclusion, quelques forces là, de mon projet de recherche, bien évidemment, Marie-Christine, l'a nommé, tantôt, je suis une famille d'accueil, donc ça m'a permis, peut-être en tout cas, à tout le moins, certainement d'aller chercher un échantillon très rapidement. En 3 semaines, l'échantillon de 14 mères d'accueil était fait, je pense que, l'effet sujet peut avoir eu une incidence positive là, en fait, dans, les différents entretiens là, que j'ai eus avec, les mères d'accueil où elles se disaient là, plus en confiance là, parce que, ben, j'avais une certaine expérience du sujet, en fait.
Le cadre que j'ai utilisé également est intéressant. Il ne semble pas avoir été utilisé en protection de la jeunesse avant ce projet de recherche. Et mon projet permet de donner un éclairage là, sur une nouvelle voie sur le placement à majorité parce qu'au Québec, on n'avait pas nécessairement été recensé l'expérience des parents d'accueil là, en lien avec le placement là, à majorité. Au niveau des limites, ben, évidemment, j'ai l'expérience d'un seul acteur. Ça aurait été intéressant d'aller chercher l'expérience des autres acteurs, notamment dans, tout le déploiement des processus de médiation. Mon échantillon est très petit et ne permet pas, là, la généralisation des résultats, bien évidemment. C'est une recherche qui est quand même propre au contexte québécois et vous avez remarqué, il y a une certaine homogénéité là, au niveau des participants. Je n'ai été capable de, recruter que des femmes et c'était des femmes là, caucasiennes, québécoises. Donc je n'ai pas non plus là, de diversité culturelle, ce qui pourrait amener là, des éléments fort différents là, au projet de recherche, bien évidemment. Quelques, pistes de recherche pour l'avenir. Donc, évidemment, ça pourrait être intéressant d'explorer le vécu des autres acteurs du placement à majorité et d'observer là, in situ, donc, ce qui veut dire là, en vrai, comment se déploient les processus de médiation dans la pratique des mères d'accueil. Je crois que, la typologie que je vous ai présentée, hein, elle est embryonnaire. Ça sera important de continuer là, les, recherches pour la développer davantage et la nourrir là, également. Et ça serait effectivement également fort pertinent là, de confronter le vécu des parents d'accueil dans le contexte du placement à majorité à celui des parents adoptants ou tuteurs afin de voir s'ils vivent là, les mêmes types de tensions et si ils déploient des médiations là, similaires là, dans leur pratique là, avec les enfants là, qu'ils adoptent ou qu'ils ont en tutelle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis maintenant disponible pour vos questions.